L'atelier politique avec Frédéric Rivière. Bonsoir et bienvenue dans l'atelier politique. Dans cette émission, nous essayons de prendre le temps dont parfois le tumulte de l'actualité nous prive, le temps de la réflexion, de l'analyse, de la mise en perspective avec l'ambition de comprendre ce qui nous arrive et peut-être aussi ce qui s'annonce. Et ce soir, nous sommes avec Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, députée du Val-de-Marne et membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. Cette émission est enregistrée dans les conditions du direct. Nous sommes ensemble pour environ 40 minutes. Vous allez donc avoir du temps pour développer vos idées. Et comme cette émission s'appelle l'atelier politique, je vais vous demander, comme je le fais à chacun de mes invités, si vous avez un outil de prédilection. J'ai vu que vous faisiez cette question à chaque début d'émission et donc j'ai réfléchi à ce qui pouvait être un outil intéressant et je trouve que c'est une question justement intéressante sur ce point-là et je crois que moi je choisirais la houe, qui est l'ancêtre de la binette. Donc la houe, donc qui est née au jardinage, hein, c'est voilà, ça qui est née au néolithique. Donc on est dans la préhistoire. Et d'ailleurs, on a découvert récemment que c'était en fait dans la préhistoire souvent les femmes qui ont créé les outils, qui étaient à l'origine de ces outils. Et moi, j'aime beaucoup cet outil parce que la houe, c'est à la fois ce qui permet de défricher un terrain, de creuser des sillons, et puis de planter ce qui va advenir. Et donc, je trouve que c'est un outil intéressant pour commencer notre discussion. Vous êtes née à Tours, Mathilde Panot, capitale de l'Indre-et-Loire, capitale de la Touraine, mais vous n'y avez pas grandi, vous avez grandi dans le Loiret, à Saint-Privé-Saint-Mémin, une petite commune qui compte aujourd'hui un petit peu plus de 6000 habitants. Est-ce que c'est un cadre de vie que vous avez apprécié dans votre enfance ? Oui, d'abord parce que il y avait ma famille qui restait tout le long de la Loire, qui est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Et moi, je suis très attachée au fait qu'il y ait à la fois ce fleuve particulier, mais de l'eau dans les endroits où je vis. Et ça, je pense que ça me vient notamment de l'enfance dans le Loiret. Puis il y avait ensuite le Loiret qui passait juste à côté de chez nous, où on pouvait sortir de la ville et aller se balader très facilement sur les bords du Loiret avec des moulins. Donc oui, c'était un beau cadre de vie et surtout, c'était un cadre de vie qui était très mélangé. Moi, je pense que je faisais partie, donc nous, on était une famille avec 4 enfants, avec ma mère qui était professeure, mon père qui travaillait dans un lycée dans le monde agricole. Éducatif aussi, au fond. Lycée agricole. Ouais. Et donc, on s'en sortait bien. On partait pas très souvent en vacances, mais on s'en sortait bien. Et on s'en sortait bien mieux que beaucoup de gens qui étaient avec moi à Saint-Privé-Saint-Mémin. Et je crois que ça m'a appris beaucoup de choses. Ouais, vous l'avez dit, vos parents n'étaient pas particulièrement... Enfin, vous ne l'avez pas dit, plutôt. Vous avez dit qu'ils étaient profs. Votre mère était prof de maths. Oui. Et votre père, donc, formateur dans un lycée agricole. Il n'était pas particulièrement politisé. On s'intéressait à l'actualité, mais pas particulièrement politisé. Le virus de la politique, vous l'avez attrapé, si j'ai bien compris, au sein de l'association ATD Quart-Monde, c'est ça ? Alors, on va dire que c'était effectivement pas particulièrement politisé dans ma famille, même si effectivement on écoutait les informations tous les matins, donc on suivait, on regardait les Guignols, donc on suivait quand même. Mon père a été assez politisé à un moment, notamment contre les OGM, contre le nucléaire. Et puis je me rappelle notamment, puisque là on fête les 20 ans récemment des débats de 2005, où mon père notamment était très opposé et donc a voté non à la Constitution. Sur le traité constitutionnel. Exactement, européenne. Alors, je l'ai attrapé à la fois par l'associatif, ça c'est évident, et puis par des rencontres aussi, et notamment avec une de mes plus vieilles amitiés, qui est celle que j'ai rencontrée à Sciences Po, et qui est Adrien Clouet, dont j'ai grand plaisir à ce qu'il soit aujourd'hui député. Qui est aujourd'hui député LFI comme vous. Et après le lycée, vous ne saviez pas au fond très bien quoi faire, dans quelle voie vous lancez. Vous faites d'abord une année en classe préparatoire de lettres, lettres et sciences sociales, et puis vous passez le concours d'entrée. Et maths, c'était une BL. Ah, il y avait c'était en fait assez complet, ça allait avec ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que je ne savais pas bien quelle voie prendre. En effet, donc vous ratissiez très large. Et puis donc vous passez le concours d'entrée à Sciences Po, un peu comme ça, pour voir, vous êtes reçu, et vous dites que ça a été un choc, car ça n'était pas votre monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors moi, je suis allée à Sciences Po Paris, mais pas directement à Paris. Je suis allée à Paris seulement pour mon master. Dans mes 2 premières années, avant la 3e année à l'étranger, j'étais à Nancy sur un campus franco-allemand.
donc avec des cours qui étaient directement donnés en allemand, et donc qui est un beaucoup plus petit campus, et qui m'a fait un choc énorme parce que je me suis retrouvée directement dans un monde que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire notamment les Français qui, à l'étranger, notamment du coup en Allemagne, en Autriche, fréquentent les lycées français, sont plutôt de classe très, très, très aisée, au point que c'est une des choses que j'ai déjà racontées. Mais par exemple, je me rappelle de quelqu'un qui me dit « Je ne comprends pas pourquoi les Français se plaignent du SMIC, parce que quand même 3 000 € par mois, c'est formidable. » Et quelqu'un qui fait Sciences Po, c'est un peu inquiétant. Hein, comme, alors déjà ça... En termes de lucidité... Alors en fait, c'était pas très politisé d'ailleurs, Sciences Po, ça c'était aussi une déception. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est extrêmement violent d'entendre des choses comme ça, d'autant que tout le monde rentre dans l'engagement, que ce soit l'engagement politique, l'engagement syndical, l'engagement associatif. Tout le monde rentre par une colère, par une volonté de changer des choses. Et moi, mon point d'entrée, vous avez parlé d'RTD Quart Monde, mais moi, la chose qui fait que j'ai été engagée, même si évidemment c'est un engagement qui aujourd'hui est beaucoup plus complet, mais la raison pour laquelle je me suis engagée, c'est que je ne supportais pas de voir autant de misère dans un pays aussi riche. Mais on va revenir sur cette préoccupation qui est au cœur de votre entendre ça, engagement politique. Moi, je lui ai dit directement, je te le prends directement, ton SMIC à 3 000 €. Mais entendre ça est quand même assez insupportable. Et ça allait avec une forme de déconnexion du monde que moi, je connaissais, qui était assez violente à vivre et qui, je crois, m'a bien préparée ensuite pour la suite. Alors, vous dites aussi, je suis à l'Assemblée, mais je n'appartiens pas à leur monde et je n'appartiendrai jamais à leur monde. Au fond, moi, l'expression qui m'est venue en voyant cela, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous diriez que vous en êtes victime? C'est-à-dire ce sentiment qu'on n'est pas à sa place, qu'on n'est pas légitime là où on est. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a une première chose qui, je crois, est très juste, qui touche par ailleurs beaucoup de femmes, beaucoup de gens des milieux populaires, que ce soit dans des gens qui font des grandes études, qui sont issus de familles dans lesquelles on n'avait pas l'habitude de faire des grandes études, qui sont élus à l'Assemblée nationale. C'est le cas dans mon groupe de beaucoup de gens qui d'un coup sont élus. Mathilde Ligné, qui est ouvrière agricole, Caroline Fiat, qui était aide-soignante, etc., etc. Et où on se retrouve effectivement dans un endroit où, oui, moi je le dis, j'ai eu de manière très forte, alors je le domine comme je peux, mais un syndrome de l'imposteur, de l'impostrice, je ne sais pas comment dire ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de féminin. Mais... Voilà. Ouais. Mais qui existe de manière très forte et qui en même temps est important, du coup, d'autant plus qu'il y ait aussi des personnes qui ne soient pas celles et ceux qui se pensaient déterminés, prédestinés à faire de la politique, qui soient en politique, parce qu'y compris, ça donne l'idée à plein de jeunes gens derrière de dire « moi aussi, je veux m'engager en politique, moi aussi, je veux m'engager dans toute forme d'engagement ». Et on le voit assez souvent, des gens qui nous disent « pour la première fois de ma vie, je suis fière de mon vote. Pour la première fois de ma vie, je me sens représentée à l'Assemblée. » Donc ça, c'est la première chose. Mais derrière le « je n'appartiendrai jamais à leur monde », il y a aussi une autre chose qui, pour moi, est très importante. C'est que, vous savez, à l'Assemblée nationale, puisque pendant très, très longtemps, il y a eu... quasi exclusivement des hommes pendant toute une période, et quasi exclusivement quand même un monde assez bourgeois. Et donc, dans la manière dont est construite l'Assemblée nationale, vous avez par exemple la buvette de l'Assemblée nationale, où, en quelque sorte, on peut dire que le jeu politique doit s'arrêter. Donc, vous combattez dans l'hémicycle, et ensuite, vous avez une forme d'entre-soi qui se remet, parce qu'au fond, on appartient à la même classe. Et je le dis sans méchanceté aucune. Vous ne voulez pas jouer ce jeu-là. Mais moi, je prends l'existence des gens trop au sérieux pour cela. Et ce que l'on fait dans l'hémicycle, ce que l'on vote dans l'hémicycle, a des conséquences sur des millions de gens. Et j'essaye de toujours avoir en tête que la politique, c'est toujours une question de vie ou de mort pour des millions de gens derrière. Et que donc, voilà, je n'ai pas envie d'appartenir à cet entre-soi. C'est aussi ça qu'il y a dans cette phrase. Jean-Luc Mélenchon a-t-il vraiment dit de vous que vous étiez la meilleure présidente de groupe du monde ? Je ne sais pas s'il a dit du monde, mais c'est possible. C'est ce que j'ai lu, moi. Dans un accès lyrique. Et il aurait ajouté « rien ne lui fait peur ». Alors, rien ne lui fait peur. Sauf peut-être vous, si on a bien compris ce que vous disiez auparavant, non? Peut-être. Mais rien ne lui fait peur, ça, je me rappelle qu'il a dit ça. La meilleure présidente du monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est possible que Jean-Luc Mélenchon ait dit ça. Et d'ailleurs, dans les caricatures qui sont souvent faites de nous,
je crois qu'il est important de voir aussi que, par exemple, moi, c'est notamment grâce à Jean-Luc Mélenchon, beaucoup grâce à Jean-Luc Mélenchon, que j'ai aujourd'hui un rôle politique. Alors évidemment, il y a eu un vote dans le groupe, je le dis pour qu'on ne dise pas qu'on ne vote jamais, pour m'élire présidente du groupe, où je suis donc devenue la plus jeune présidente de groupe de l'Assemblée nationale. Ça, c'est obligatoire à l'Assemblée, le vote, pour élire le président de groupe. Ah non, vous pourriez faire tout autrement. Vous pouvez désigner le président du groupe sans vote à l'Assemblée? Ah oui, bien sûr, parce que les présidences de groupe se font à l'intérieur des groupes. Je veux dire, c'est pas une procédure qui est faite par l'Assemblée. Donc les groupes s'organisent comme ils le veulent, mais nous avons évidemment voté. Mais je voulais dire que Jean-Luc Mélenchon est, au-delà des caricatures qui sont faites bien souvent de lui, le seul homme politique de sa génération qui a réussi à faire émerger une génération de politiques qui arrive et qui, il y a 10 ans de cela, n'était absolument pas connu. 2 questions encore rapidement sur cette partie un peu personnelle. Vous étiez majeur lors de la présidentielle de 2007. Vous avez voté? Oui, bien sûr. Vous dites pour qui vous avez voté? Oui, je peux. Allez-y. J'ai voté pour Marie-Georges Buffet et j'ai voté pour Ségolène Royal. Au premier tour et au Ségolène Royal au deuxième tour. Et dernière chose, parce que c'est original, on peut dire, dans un portrait de vous qui date de 2022, j'ai lu que vous viviez en colocation. Tout à fait. Alors, c'était vrai en 2022, c'est toujours le cas aujourd'hui? Alors, oui, alors j'ai retrouvé une colocation parce que justement, un de mes amis qui est devenu député et du coup vit avec moi le moment où il est à l'Assemblée. Et puis, j'ai assez régulièrement des gens, des amis qui viennent donc rester vous aimez cette forme de mois. vie dans une semi-communauté, quoi. Eh bien, comme on a fait un livre sur nous qui s'appelle La Meute, en essayant de nous dévaloriser, n'hésitez pas à en parler, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'aime vivre en commun, en collectivité. Et la colocation est une forme de vie en commun que j'aime beaucoup. C'est le moment, Mathilde Panot, de marquer une respiration musicale, mais qui va être aussi d'ailleurs une illustration de ce que vous aimez, puisque c'est vous qui avez choisi ce que nous allons écouter. En l'occurrence, c'est une chanson de Médine, aux paroles, on va l'entendre, très politiques, qui s'intitule « L'amour ». Si je chute en bleu, tout ça va sûrement finir en émeute. Les publics rentreront chez eux en se disant on est neutre. Tout ça m'émeut, mais j'ai choisi de partir sans faire haineux. Car on ne coupe pas la ficelle tant qu'on peut défaire les nœuds. Mesdames, messieurs les théâtreux, spectatrices et spectateurs, ce sera jamais nous contre eux. Les mauvaises herbes sont des fleurs, on n'a pas besoin de thérapeute. Un comédie club dans le cœur, si on écrivait la N2, ce serait la cité de la peur. Nos vies des films d'horreur quand on les regarde en gros plan. En dézoomant, des films d'amour et des bromances. J'ai vu mon reflet dans leurs insignes. J'ai su que le vilain petit canard était un signe. C'est nous la France périphérique, toujours au centre du débat. On rend le pays féerique avec les centres de Demba. Quand on fait la une de l'équipe, on est des fiertés nationales. Mais dans les contrôles de routine, on est des ramasseurs de balles. Mais tu veux savoir c'est quoi le comble? C'est que ce soir on fait ça le comble. Mais que demain face aux gendarmes, ça peut vite tourner au drame. Parce que quand un Français est con, on dit que c'est un sale con. Mais quand un arabe joue au con, on dit que c'est un sale arabe. Et lorsqu'un flic tue un noir, les racistes appellent ça du sport. Et quand un noir pousse un keuf, ils parlent tous d'animal féroce, d'indigènes anti-haine Lacoste qui volent aux Français leur travail. La violence a plusieurs visages, celle d'un flingue ou celle d'une cravate. Frère, faut qu'on tempère. Tourner le dos à l'ouragan ne nous sauvera pas de la tempête. Tant qu'on ne videra pas nos placards de nos squelettes, tant qu'au lieu de mener des enquêtes, on partira mener des quêtes. Je prendrai pas de pincettes, encore moins de pense-bête. On ne guérit pas du Tiex même sous opération place nette. Tant qu'on ne renversera pas la pyramide, tant qu'on ne regarde la banlieue que par la lucarne des vrilles, tant qu'ils enjamberont les corps avec des dossiers sous le bras, tant qu'on aura des nœuds au vent quand on voit l'origine du coupable, tant qu'on étalera le casier d'un cadavre encore chaud, tant qu'on n'arrêtera pas... Il est très récent. Ouais, très récent. Vous disiez ce titre de Médine, donc l'amour. Et on l'entend dire. Alors, je voudrais vous faire réagir à deux passages de cette chanson. Parce que le texte, je le disais, est très politique. Quand un Français, dit-il, quand un Français est con, on dit que c'est un sale con. Mais quand un Arabe joue au con, on dit que c'est un sale Arabe. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça et je pense qu'il pointe de manière un peu systématique, vous avez l'impression que ce raccourci-là est fait? Oui, je crois qu'il y a un deux poids, deux mesures dans notre société qui est insupportable. En fait, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi un titre de Médine, j'aurais pu choisir... d'autres artistes qui sont très engagés, Kenny Arcana, beaucoup d'autres qui sont très... Kerry James. Une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Médine, d'abord, c'est parce que
je crois que un artiste, c'est celui aussi qui permet de faire penser sur le réel. Et vous avez entendu les paroles de cette chanson. Je crois que je les ai même lues, pour tout ça aide à ouais. penser, à réfléchir. Et Medine est un des artistes engagés et c'est rare en fait maintenant dans la culture d'avoir quelqu'un qui est engagé à la fois contre les discriminations, contre les violences policières, mais aussi pour Gaza. Et moi, je respecte énormément ce travail qui est fait. Et pour revenir sur la phrase dont vous parliez, je crois qu'il est insupportable pour de plus en plus de gens dans ce pays. Moi, une des choses qui m'inquiète pour mon pays, c'est de voir le nombre de nos concitoyens de confession musulmane qui sont nés en France, qui sont français, qui souvent sont de la deuxième ou de la troisième génération de Français dans leur famille, et qui se retrouvent à partir, à aller vivre dans les pays d'Afrique du Nord, en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Et je suis très inquiète du nombre de départs qu'il y a dans ce pays, parce que beaucoup de gens nous disent « Moi, je peux supporter le racisme, mais je ne veux pas que mes enfants vivent cela ». Et donc, cette fracture dans la société, ce qui est beau dans cette chanson, c'est justement de dire on ne peut pas se détourner de la tempête, il faut affronter ce qui est en train de se passer. Et ce qu'il redit, c'est « un crime est un crime » de Beltrame Ousekine. Ce qu'il redit, c'est « il y a une égale dignité des êtres humains ». Et c'est il dit un peu plus beau loin, défi qu'on a à avoir devant nous. Un peu plus loin dans cette chanson, il dit également la violence a plusieurs visages, celle d'un flingue ou celle d'une cravate. Comment vous comprenez cette phrase-là? Est-ce que le costume, est-ce que la cravate pourrait être vécu comme les attributs d'une forme de domination, voire de violence? Oui, vous avez d'un côté l'extrême droite qui essaye de se rendre respectable dans cette assemblée et qui met une cravate, alors qu'il y a eu, par exemple, il y a quelques jours, un meurtre raciste qui a été fait par un voisin contre un homme, Hicham Meraoui, qui était tunisien, et qui a été tué par un homme qui a dit « votez bien ». Vivement que Marine Le Pen arrive au pouvoir. Je vous laisse imaginer si quelqu'un avait tué en disant vivement que Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, et qui dit nous referons d'autres actes terroristes comme celui-là. Donc je crois que l'extrême droite tue dans ce pays. Oui, alors mais ça, enfin, l'extrême droite, enfin le costume n'est pas l'apanage de l'extrême droite. Oui, mais au sein de la France insoumise, il y a eu des critiques qui ont été faites. On a dit ils arrivent un peu débraillés à l'Assemblée, certains l'ont dit. Mais parmi les élus de la France insoumise, le nom qui me vient à l'esprit, d'ailleurs, il a été à votre place il y a quelques semaines, Antoine Léaumont, il est toujours en costume cravate. Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon donc, aussi. Ça en fait pas quelqu'un d'extrême droite. Mais nous ne nous cachons pas derrière nos cravates pour essayer de montrer que nous sommes respectables. Mais je voulais dire, première chose auquel fait sûrement référence Medine, il y a la manière dont on essaye de se notabiliser l'extrême droite et de faire oublier qu'elle est toujours le danger principal pour la République. Mais il y a autre chose derrière, qui vient d'ailleurs de très très loin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la chemise arrachée par des syndicalistes, des choses comme ça, qui lançaient des débats sur la question d'une violence physique, dans des moments de mobilisation, de grève, etc., et qui cachait une violence qui existe pourtant réellement, qui est celle, par exemple, de patrons de CAC 40, qui est celle de gens qui vont voter contre l'augmentation des salaires, qui est celle de gens qui vont voter dans des choses feutrées, d'ailleurs nous n'avons même pas voté, mais qui vont passer en force en 49.3 le vol de 2 ans de vie des Français. Ça, c'est une violence aussi. Et cette violence, personne ne la voit. Elle a l'air tout à fait respectable, cette violence. Mais cette violence, derrière, ça veut dire des millions de gens qui doivent choisir entre se chauffer et nourrir leurs enfants. C'est un Français sur 3 qui dit qu'il se prive régulièrement de repas pour juste que ses enfants puissent avoir à manger. Et je trouve que cela est une violence aussi. Et je pense que c'est une des choses auxquelles pensait Medine aussi en écrivant cette chanson. Et vous voyez, on peut l'interpréter de plein de façons. Donc j'invite tout le monde à regarder l'œuvre de Medine et beaucoup d'autres. On va revenir sur cette question qui vous taraude. Vous en avez parlé tout à l'heure. Pourquoi autant de pauvres dans un pays riche? On y reviendra dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Vous écoutez l'Atelier politique, émission réalisée par Mathias Golchani. Et il est l'heure pour l'instant de faire un point sur l'actualité. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de notre émission. L'Atelier politique avec Frédéric Rivière. L'Atelier politique avec Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et nous allons parler maintenant d'un sujet sur lequel LFI est particulièrement mobilisé depuis des mois, la répression militaire engagée par Israël depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023.
Pour vous, c'est un génocide des Palestiniens qui est en cours. Vous employez ce terme. C'est le terme qui est utilisé à la France insoumise, pas seulement d'ailleurs. Mais si l'on s'entend bien sur le sens de ce mot, qui est un mot lourd de sens, justement, est-ce que ça signifie que vous pensez qu'Israël, et en l'occurrence le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ait la volonté d'exterminer le peuple gazaoui? Oui, je le crois malheureusement. Et d'ailleurs, vous l'avez dit à l'instant, nous ne sommes pas les seuls, loin de là, à utiliser le terme génocide. Il y a d'abord eu cette décision qui date de maintenant, il y a plus d'un an, de la Cour internationale de justice qui avait été saisie par l'Afrique du Sud, qui à l'époque parlait de risque génocidaire et avec donc 3 des 5 critères qui étaient remplis et la question de l'intentionnalité. Et je crois que la question de l'intentionnalité n'est plus à démontrer quand vous avez des ministres de Netanyahou, de l'extrême droite israélienne, qui parlent de combattre des animaux humains en parlant des Palestiniens, donc avec une déshumanisation qui est une caractéristique d'un génocide. Quand vous avez un blocage total de l'aide humanitaire au point qu'on voit des images, il faut toujours se rappeler et avoir en tête que Gaza, la moitié de la population, ce sont des enfants. Donc il y a 1 million d'enfants qui se trouvent à Gaza, avec des images qui sont insoutenables d'enfants que l'on voit non seulement ensevelis sous les décombres parce qu'ils ont été tués par des bombes, mais des enfants qui là, sont à la limite de la mort. Et ça, ce n'est pas la France insoumise qui le dit, c'est l'ensemble des organisations internationales et notamment l'ONU, et dont on voit les corps devenir quasiment des squelettes. Et quand vous avez non seulement un blocage total de l'aide alimentaire et humanitaire, un blocage sur l'eau potable, plus aucun endroit qui n'est sûr aujourd'hui à Gaza, et une volonté de vider entièrement la bande de Gaza, c'est ce qui a été redit encore par Netanyahou récemment, c'est ce qui est soutenu par le président Trump. Oui, il y a une volonté d'exterminer le peuple palestinien. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, on parle souvent de Gaza, on parle un peu moins de la Cisjordanie, sur lequel il y a pourtant des centaines et des centaines de morts, et sur lequel il vient d'être annoncé qu'il y aura 22 colonies supplémentaires, donc avec des expropriations de terres qui continuent. Quand vous entendez des dirigeants israéliens dire si le Hamas rendait les armes et les otages, les opérations militaires s'arrêteraient instantanément. Vous ne prenez pas ces propos-là au sérieux? Non, c'est absolument faux. En Cisjordanie, il n'y a pas le Hamas. Nous sommes d'accord. En Cisjordanie, il n'y a pas le Hamas. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de morts en Cisjordanie? Pourquoi est-ce que le Liban a été touché? Au Liban, il y a le Hamas? Non, il n'y a pas le Hamas. Le Hezbollah. Pourquoi? Oui, mais en fait, donc, ce qui est posé, ce qui est là, le choix que nous avons encore devant les yeux, devant le premier génocide filmé en direct de l'histoire de l'humanité, c'est soit d'arrêter le génocide, soit de voir la vie se finir à Gaza. C'est de ça dont nous sommes en train de parler. Et quand je disais nous ne sommes pas seuls à utiliser le mot génocide, c'est les mots qui sont utilisés par des historiens, c'est les mots qui sont utilisés par des associations internationales, c'est les mots qui sont utilisés par la rapporteure spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens. Et donc, je veux dire que moi, je suis fière que nous, insoumis, même si cela nous a coûté beaucoup, nous n'ayons jamais lâché sur la question du génocide, car vous voyez que depuis quelques semaines, tout est en train de se retourner et que de plus en plus de monde disent « ce n'est pas possible de laisser continuer à faire ça ». Et j'ai une pensée toute particulière pour Rima Hassan, alors au moment où nous tournons cette émission, je ne sais pas exactement où elle en sera, mais qui est avec Greta Thunberg et d'autres militants sur la flottille de la liberté pour Gaza et qui essaye de tracer un corridor humanitaire pour dire « maintenant, ça suffit ». Ça suffit, il faut stopper Netanyahou. Est-ce qu'il n'y a pas au sein de la France insoumise, ou en tout cas, est-ce que vous ne donnez pas le sentiment peut-être que vous ne prenez pas suffisamment en compte le traumatisme, le séisme qu'a été l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre qui a fait 1200, 1300 morts, qui a été une horreur? Bien sûr. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire? Est-ce que vous ne donnez pas ce sentiment, ou est-ce que réellement, peut-être, vous ne prenez pas suffisamment en compte ce traumatisme-là? Non, nous le prenons en compte. Nous sommes un mouvement politique qui, dès le début, j'ai fait un discours le 10 octobre, vous pouvez vérifier. Dès le début, nous avons demandé que les responsables des actes terroristes, des crimes de guerre qui ont été commis par le Hamas, soient traînés devant la justice internationale. Et d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, il y a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Netanyahou, mais aussi contre le dirigeant du Hamas. Donc,
Donc nous avons toujours dit que tout crime et tout criminel devait être traîné devant les instances internationales. Mais aucun crime ne justifie d'autres crimes. Et aucune vie n'est inférieure à une autre vie. Je le dis parce que peut-être que vous ne vous en rappelez pas tellement c'est choquant, mais il y a des gens qui ont été expliqués après le 7 octobre, après novembre, décembre. Ils ont été expliqués que des vies israéliennes valaient plus parce qu'elles avaient été tuées dans des actes terroristes que des vies palestiniennes qui, elles, étaient des victimes collatérales. Ce sont des choses aussi choquantes qui ont été dites directement en France. Directement en France, vous avez encore cette semaine un gala des génocidaires qui a été fait par une association qui fait un quiz pour rire du nombre de morts palestiniens en faisant comme s'il n'y avait pas de génocide et qui propose de faire un tour des écoles de France pour continuer à faire l'apologie de génocide. Donc moi, je suis fière de ce que nous avons porté sur le respect du droit international et nous n'avons porté que le respect du droit international. Et je veux juste continuer sur un point, si vous me permettez, qui est pour moi très important, puisque nous avons souvent été accusés d'antisémitisme. C'était ça que je voulais vous parler. Oui. Non, mais au fond, c'est ça, c'est-à-dire, particulièrement depuis le 7 octobre 2023, les accusations d'antisémitisme ont redoublé à l'égard de la France insoumise. Pour vous, à quoi elles tiennent? Est-ce qu'elles sont simplement le fait d'une espèce de cabale contre la France insoumise? Oui, je pense que personne n'est antisémite à la France insoumise, je le confirme. Mais je veux aller un peu plus loin, si vous me le permettez. Et je profite pour vous remercier d'avoir une émission un peu plus longue où, justement, on peut expliquer certaines choses qui me semblent importantes. La première, c'est qu'il y a des faits. Et la Commission consultative nationale des droits humains a fait une étude sur la question de l'antisémitisme, qui est une étude très sérieuse, et qui montre que si l'antisémitisme et les biais antisémites existent malheureusement dans l'ensemble de la société, et donc nécessitent de toujours lutter contre l'antisémitisme, et de mettre des moyens dans la lutte contre toutes les formes de racisme, eh bien, elle montre que l'antisémitisme reste extrêmement présent à droite, mais surtout à l'extrême droite. Donc ça, ce sont d'abord des faits. Première chose. Deuxième chose, je pense que nous avons été accusés d'antisémitisme, malheureusement comme d'autres leaders progressistes dans le monde, notamment pour le combat que nous menons contre le génocide du peuple palestinien. Mais je vais vous dire, moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que je crois que ceux qui sont dangereux, notamment pour nos concitoyens juifs de notre pays, sont ceux qui assimilent les personnes juives dans notre pays avec la politique d'extrême droite de Netanyahou. Et c'est ça qui met en danger les Juifs de ce pays. Nous l'avons dit à maintes reprises. Vous pouvez y compris trouver des discours en meeting de Jean-Luc Mélenchon qui le redisent. Nous n'assimilerons jamais une personne juive à la politique d'extrême droite génocidaire de Netanyahou. Puisque vous dites ça, je suis obligé de vous parler. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'on pouvait en parler. De toute façon, on parle librement, bien entendu. Mais à propos du livre La Meute, là, qui concerne donc la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon avait dit de l'une des auteurs de ce livre, qui s'appelle Charlotte Belaïch, qui est journaliste à Libération, avait dit il y a quelques années de ça, c'était avant la sortie du livre, après un papier dans lequel elle disait que les relations entre la France insoumise et la communauté juive de France étaient de plus en plus distendues, il avait dit d'elle que c'était une agent du Likoud. Et elle dit ça, c'est m'assimiler moi parce que je suis juive à la politique de Benjamin Netanyahou. Alors, je vais être très honnête, je ne me rappelle pas de la phrase de Jean-Luc Mélenchon qui doit être dans un contexte. Mais je me rappelle très bien dans quel contexte ça a été dit. Et je vais vous expliquer. Charlotte Belaïch a dit qu'il n'y avait aucun dirigeant juif à la France insoumise. Ça ne vous choque pas? Vous ne trouvez pas ça extrêmement blessant? C'est-à-dire que, pour être honnête, à l'instant où vous dites ça, je me dis, est-ce que c'est vrai? Ben non, ce n'est pas vrai. Quand c'est elle? Je me suis jamais posé la question, moi. Oui, mais quand c'est elle? Enfin, vous comprenez que... Donc, je ne sais pas ensuite comment ça s'est passé dans ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, mais il y a un problème de déontologie journalistique avec ce que fait notamment cette journaliste et d'autres, celui qui a coécrit le livre avec elle. Quand vous êtes journaliste, vous-même vous êtes journaliste, vous avez des faits, des questions à poser et vous croisez vos sources. Lorsque, par exemple, vous voulez me dire quelque chose, vous me demandez de confirmer ou d'infirmer des informations. Ensuite, la réponse m'appartient. Et ce que vous en pensez et ce que pensent celles et ceux qui nous écoutent vous appartient. Oui, là, et c'est bien normal. Là, on est dans l'ordre, parce que vous parlez de l'ordre subjectif. Mais par moment, il y a des faits.
Ah oui, on tout ne pourra à fait. pas discuter de savoir si 2 et 2 font 4. C'est vrai. Mais par exemple, il y a des faits. Prenons-en un, puisqu'elle s'est exprimée très fortement sur cette question. Ça va être facile, je ne trahis aucun secret sur cette question. Prenons-en un sur Caroline Fiat. Caroline Fiat a été interrogée. Qui est une députée de la France Insoumise. Voilà, interrogée dans le cadre justement de ce livre par ces 2 journalistes. Elle a été interrogée. Bon, rien de ce qu'elle a dit n'a été repris, mais après tout, ça, c'est le choix des journalistes. Mais surtout, est écrit dans ce livre que, par exemple, elle était à une réunion auquel elle aurait pleuré, à un moment où elle n'était pas encore dans la campagne de la France Insoumise, donc c'est absolument faux, mais surtout que c'était d'autant plus dur qu'elle élevait seule ses enfants. Or, Caroline Fiat n'élève pas seule ses enfants. Ça vous paraît peut-être un détail, mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez écrire des informations sur une personne, vous demandez à la personne d'infirmer ou de confirmer des informations. Vous n'écrivez pas des choses n'importe comment. Et du coup, le problème, c'est qu'on ne peut pas accorder de crédit à ce qui est dit. Donc, c'est une belle fiction qui est faite, qui raconte que nous nous détestons tous les uns avec les autres. Et je crois que c'est très, très, très loin de la réalité. Pour en finir sur ce livre, quand Raquel Garrido, qui a été longtemps à la France Insoumise, qui a été une très proche de Jean-Luc Mélenchon, qui a été son avocate, quand elle dit, oui, tout ce qui est dit dans ce livre, qui dénonce la brutalité, le comportement de cour autour de Jean-Luc Mélenchon, tout cela est vrai. Elle est quoi? Elle est juste dans l'amertume, Raquel Garrido Je pense que si vous interrogiez quelqu'un avec qui, y compris, vous avez fait un bout de chemin professionnel, militant, et avec qui il y a eu des ruptures qui sont des ruptures politiques, sur des raisons politiques, si vous les interrogiez sur comment sont leurs anciens collègues, militants, amis, je ne suis pas sûre qu'ils diraient des choses très agréables. Donc tout le monde peut comprendre que Raquel Garrido dise des choses peu agréables sur nous, et dont ensuite l'interprétation lui revient. Parce que non, je ne suis pas d'accord sur le fait que nous soyons dans une brutalité. Je ne suis pas d'accord avec le fait que nous ne soyons pas un mouvement démocratique. Nous sommes un mouvement qui ne fonctionne pas comme un parti. Mais moi, je suis présidente d'un groupe parlementaire où nous votons sans cesse. Nous votons très régulièrement. Mais en interne, on ne vote pas, par contre. Si. Non, mais à la France Insoumise, en interne, pour nous. Ah si, puisque nous avons d'ailleurs en juin une assemblée représentative. Donc là, tous les groupes d'action un peu partout dans le pays sont en train de discuter et de proposer des modifications sur un texte d'orientation politique pour les prochains mois. Nous en avons tous les 6 mois. Et il y aura, suite à l'assemblée représentative qui discutera de l'ensemble des ajouts qui viendront de partout dans le pays, il y aura un vote des insoumis et des insoumises, ce que nous faisons régulièrement. Il nous reste un peu moins de 10 minutes et je voudrais qu'on en vienne à cette question très politique qui est au cœur de votre réflexion, en particulier d'ailleurs depuis votre travail au sein de cette association de quartier à Grigny, qui a été pour vous, à Grigny dans l'Essonne, qui a été pour vous vraiment l'occasion d'une prise de conscience très forte. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous l'avez cité, cette interrogation. Pourquoi y a-t-il autant de pauvres dans un pays aussi riche? Aujourd'hui, est-ce que vous savez répondre à cette question? Oui, parce qu'il y a des choix politiques. Je crois que c'est très important pour tout le monde de comprendre ça. Il y a des choix politiques qui sont faits, et donc il n'y a aucune fatalité. Je ne dis pas que, évidemment, il y aura toujours des gens plus pauvres que d'autres qui seront plus riches. Mais je veux dire, derrière... Et c'est souhaitable, au fond, comme modèle de société, que ces différences puissent exister? Que ces différences puissent exister, oui, mais de manière aussi, avec un fossé aussi grand. Je crois que ce n'est pas du tout souhaitable et que tout le monde s'en rend compte. Donc des choix politiques, et d'ailleurs si je vous donne juste 2 chiffres, vous allez les comprendre immédiatement. Si on prend depuis 2017, celui qu'on a appelé le président des riches, Emmanuel Macron, depuis 2017, les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur fortune multipliée par 2, et les dividendes du CAC 40, qui font chaque année des records, ont vu eux aussi leur montant multiplié par 2. Donc vous avez d'un côté un enrichissement qui est... absolument indigne face à une misère qui est de plus en plus grandissante. Et moi, j'assume de dire, vous avez, tout à l'heure, on disait des gens plus pauvres ou moins pauvres. Moi, j'assume de dire ce que je disais. Alors, tout à l'heure, vous parliez de Voisins Malins, dans lequel je travaillais quand j'étais à Grigny, ouais. Mais j'ai beaucoup milité à TD Quart Monde. Et moi, j'assume de dire, comme le dit cette association, et elle le demande depuis des années avec nombre de solutions qui sont apportées à chaque fois, j'assume de dire que oui, il faut éradiquer la misère dans ce pays. Mais ce que vous évoquez, au fond, vous parliez des dividendes, et c'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement dans le débat public. Nicolas Sarkozy en avait parlé à l'époque en disant qu'il fallait une meilleure répartition. Bon, le problème, c'est qu'il y a souvent des choses qui sont dites avant l'élection. La part de ce qui revient aux gens qui fabriquent la richesse par rapport à celle qui revient à ceux qui sont actionnaires d'une entreprise. Mais est-ce que l'État peut réguler ça sans tomber dans une économie trop administrée ?
Bien sûr. D'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, on peut se donner des règles. Par exemple, quand on regarde qu'on a 200 milliards d'euros d'aides qui vont principalement aux grandes entreprises et que ces aides servent parfois, et même assez souvent, à licencier. Donc, avec notre argent public, on licencie des gens. Elles servent à aller directement dans la poche des actionnaires. Elles servent absolument pas à l'investissement. Et d'ailleurs, ça a été montré par nombre de rapports qui ont été faits sur cette question. Donc, par exemple, on pourrait réorienter l'argent public sur justement ce qui fait le tissu économique de notre pays, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. On pourrait redonner du pouvoir d'achat aux gens, notamment en augmentant les salaires, parce que le principal moteur de l'économie française, c'est justement la consommation populaire. Et puis, on pourrait se donner un certain nombre de règles. Même sans avoir des aides publiques, une entreprise qui licencie n'a pas le droit de verser des dividendes à ses actionnaires. Ça, ce sont des règles qu'on pourrait décider. Et vous savez, il y a eu quelque chose de très intéressant pendant le Covid. Il a été démontré que les entreprises qui ont été les plus flexibles pour s'adapter et pouvoir être à la hauteur du moment collectif qu'on était en train de vivre, notamment pour transformer une activité, pour faire, je ne sais pas, du gel hydroalcoolique, des masques dont on avait besoin, eh bien, ce sont les coopératives. Et je crois qu'il faut redonner du pouvoir urgemment dans ce pays aux salariés. Et ça, c'est un débat qui date même de Jaurès, qui disait toujours « nous sommes en corsaire dans l'entreprise ». Vous parliez des dépenses publiques il y a quelques instants. Les finances publiques de la France sont dans un état désastreux. La dépense publique, pourtant, augmente. Les impôts et autres taxes également, depuis des décennies. Et pourtant, les services publics se dégradent. L'hôpital, la justice, l'éducation nationale. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il faut en conclure que l'argent public qui rentre de plus en plus, puisque les impôts ont augmenté, est-ce que cet argent est dépensé en dépit du bon sens? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a quelque chose qui est très simple, je crois que tout le monde peut comprendre. Si on était resté au même niveau de prélèvement qu'en 2017, c'est-à-dire avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, nous serions en dessous de la règle des 3% de déficit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017? Il s'est passé que Emmanuel Macron est arrivé et a décidé de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, flat tax, etc. On pourrait continuer très très longtemps. Et donc, a décidé de faire des cadeaux aux plus riches et aux multinationales. Donc, c'est ces cadeaux qu'on retrouve dans de l'argent public qui a été ainsi gaspillé et qui, du coup, a fait une politique d'austérité qu'on voit encore plus maintenant. Là, il faut savoir, sur 2 ans, on va avoir 80 milliards d'austérité qui va être demandée, c'est-à-dire c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale. C'est une austérité jamais vue au XXIe siècle. Donc, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on remet, c'est ce que nous, en tout cas, on porte, une économie qui est orientée vers répondre aux besoins, qui redonne notamment aux services publics, qui remet du service public partout et qui arrête de faire des cadeaux aux plus riches et aux grandes multinationales. Et c'est tout à fait possible. On l'a montré encore dans le budget. Il nous reste assez peu de temps, mais je voudrais qu'on évoque quelque chose qui a à voir avec le modèle de société que vous pouvez vous représenter. Il y a une formule que la droite aime bien utiliser, c'est la sécurité est la première des libertés. Et à la France Insoumise, vous aimez bien reprendre cette formule, mais en l'inversant. Il me semble d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu, que l'auteur de cette inversion, ce serait Pierre Mauroy en 1981, qui disait, lui, la première des sécurités, c'est la liberté. Alors, j'ai 2 questions. Qu'est-ce que suppose comme... qu'est-ce que ça implique comme modèle de société, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on peut vraiment être libre si l'on n'est pas en sécurité? Alors, vous avez 2 minutes, vous n'avez pas 4 heures. Il n'y a pas de souci. D'abord, effectivement, ça vient de Pierre Mauroy et c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'il a inversé cette phrase de la droite. C'est parce qu'à l'époque, il y avait une loi qui était portée par la droite qui visait notamment à multiplier les contrôles d'identité et ça va nous rappeler des choses avec les débats qu'on a actuellement. Nous disons que la liberté est la première des sécurités parce que c'est ce qui permet ensuite de faire respecter l'état de droit. Quand vous voyez que depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, il y a eu 24 lois liberticides. Il y a eu des condamnations par toutes les instances internationales sur la répression des Gilets jaunes, la répression à Sainte-Soline sur les bassines, la répression sur les militants contre la 69. Eh bien, nous disons que c'est le respect de l'état de droit qui permet à tout le monde de vivre libre et donc de vivre en sécurité et pas l'inverse. Pour conclure, je vais vous poser une question très simple, mais qui est aussi une question finalement assez philosophique. Mais est-ce qu'il vaut mieux pour vous un coupable en liberté ou un innocent en prison? Eh bien, je crois qu'on a répondu à ces questions-là, notamment avec des grands débats qui ont eu lieu, notamment sur la question de la peine de mort, des choses comme ça. Et donc, moi, je pense qu'il faut respecter, il faut
respecter l'état de droit, et donc je préfère qu'il n'y ait pas d'innocents en prison. Je ne dis pas que je veux qu'il y ait des coupables en liberté, mais je préfère qu'on respecte... Mais si une erreur doit avoir lieu, vous préférez que ce soit dans le sens d'un coupable en liberté plutôt que d'un innocent en prison? Oui, je crois, oui. C'est dur à dire comme ça, parce que ça va complètement à l'encontre de ce qui est dit, mais moi je vais vous dire, à force, nous sommes en train de construire des prisons avec des prisons après des prisons. Ça peut parfaitement s'entendre. Non, mais j'explique parce que je pense que c'est difficile à comprendre en premier abord. La prison crée de la récidive à tout va. Et je crois que nous ferions mieux, et c'est ce qu'appelle à faire nombre de magistrats, d'avocats dans ce pays, d'associations, de faire de la prévention, de mettre de l'argent dans les associations, et que, oui, je suis contre le fait que des innocents se retrouvent aujourd'hui en prison. Et personnellement, je dirais qu'un coupable en liberté, c'est une erreur, un innocent en prison, c'est une injustice. Oui. Oui, mais... Je me permets cette formule. Elle est très belle. Merci Mathilde Panot d'être passée à l'Atelier Politique. Cette émission est à retrouver sur le site internet de RFI ou sur l'application Pure Radio. Bonne soirée, à la semaine prochaine.